On oublie trop souvent qu'un sol renferme beaucoup d'organismes vivants. On dit qu'un sol renferme une très grande biodiversité. Et cette biodiversité du sol, elle est malheureusement très peu connue et très peu utilisée, que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres domaines. Et en fait, nos recherches à l'IRD et au laboratoire des radioisotopes à Antananarive consistent à connaître cette biodiversité et à mieux l'utiliser dans un cadre agronomique. Quand on dit qu'un sol renferme beaucoup de biodiversité, en fait, on entend par biodiversité à la fois le nombre d'espèces, bien sûr, mais aussi le nombre d'organismes différents qu'un sol renferme. Par exemple, dans cette petite poignée de sol que j'ai ici dans la main, eh bien, si on s'amusait à compter toutes les bactéries, on en trouverait plus d'1 milliard. Si on s'amusait à compter les filaments de champignons qui sont dans le sol, on en trouverait certainement plusieurs mètres. En fait, ces organismes dans le sol sont pour la plupart très petits, microscopiques, et on ne les voit pas à l'œil nu. Pourtant, ils sont très utiles. À côté de ces organismes très petits, on trouve des organismes un peu plus gros. Par exemple, ici, un ver de terre. Des vers de terre, on en trouve assez fréquemment dans les sols, presque tout le monde en a déjà vu dans son jardin ou dans une cour, on trouve des vers de terre. Et donc notre travail consiste à comprendre comment ces organismes, que ce soit les tout petits et les vers de terre, participent à la production de produits agricoles à Madagascar. Pour les vers de terre, il y a 3 catégories écologiques. Bon, il y a les épigées, qu'on peut trouver à la surface du sol, sous le tas d'humus. Et puis il y a les endogées, qu'on peut trouver entre 0 à 10 cm du sol. Et enfin, il y a les vers anéciques qu'on peut trouver plus profond, un peu plus profond dans le sol. Le ver qu'on trouve là, qu'on voit là, c'est une espèce de Pontoscolex coretrurus qu'on trouve partout à Madagascar. Et non seulement à Madagascar, mais partout dans le monde, car c'est un ver introduit qui est facile à trouver, qui s'adapte facilement à toutes sortes de milieux. C'est pour cela qu'on a choisi comme espèce pour notre expérimentation ici à la Zène. Concernant les vers de terre, les actions qui nous intéressent le plus sont en fait la contribution de ces organismes à la fertilité du sol et à la séquestration du carbone. Les vers de terre peuvent jouer sur 2 choses, d'une part en libérant des nutriments qui vont être utilisables par la plante, notamment le phosphore et l'azote, mais également en séquestrant du carbone dans le sol. Et la séquestration du carbone, elle est extrêmement importante pour contrer le réchauffement climatique. Donc ces animaux participent d'une certaine façon à la fois à la limitation du réchauffement climatique et participent à la croissance des plantes à travers une amélioration de la fertilité. Donc nos travaux de recherche concernent essentiellement les rôles joués par la faune du sol. Quand on parle de la faune du sol, on s'intéresse essentiellement aux invertébrés du sol qui vont avoir un rôle potentiellement important sur la fertilité des sols. On s'intéresse notamment aux vers de terre, mais également on s'intéresse à certaines larves de coléoptères qu'on appelle des vers blancs, ou bien aux termites. On est ici près d'une termitière et on pourra regarder tout à l'heure ce qui se trouve à l'intérieur. Donc là, on est au bord d'une termitière qui est donc sur ce terrain de la Zène. Et en fait, ce sont des termitières champignonistes. Alors pourquoi champignonistes? Parce qu'en fait, ces termites, elles n'ont pas la capacité véritablement à dégrader ce qu'elles vont manger, à décomposer ce qu'elles mangent, et elles ont besoin de se faire aider par un champignon. Et donc on va voir qu'à l'intérieur de cette termitière, on va trouver ce qu'on appelle des meules à champignons. Et en fait, ce sont des champignons qui sont élevés par les termites pour décomposer la matière organique. Et une fois que cette matière organique est décomposée, elle va être avalée, ingérée par les termites. Voilà pourquoi on les appelle des termites champignonistes. On voit ici, en fait, une meule à champignons, et tout ce qui est blanc et gris, en fait, c'est un champignon qui se développe à l'intérieur de cette termitière. On voit des petits termites qui se promènent à la surface. Et en fait, les champignons sont ceux qui vont décomposer la matière organique que les termites vont ensuite ingérer, avaler. Et donc on a une vraie collaboration entre le termite et le champignon. Alors bien sûr, une termitière, ça renferme des millions d'individus, hein, des jeunes, des soldats, des ouvriers. Et donc tout ce monde-là travaille pour la survie de la colonie. Pour faire l'inventaire des vers de terre, il y a 2 sortes de méthodes. Il y a ce qu'on appelle méthode manuelle, qui consiste à creuser le sol
et à trier avec la main et faire sortir les vers de terre un par un. Et l'autre, c'est une méthode à extraction chimique qui consiste à utiliser des solutions très diluées de formol qu'on mélange avec de l'eau. Alors pour ceux qui vont faire de la recherche génétique, il faut éviter d'utiliser la formol, mais la méthode adéquate, ce sera la méthode d'extraction manuelle. Parce que la formol, ça détruit l'ADN. Bon, on reconnaît qu'il y a des vers de terre dedans parce qu'à la surface du sol, on voit des turicules qui sont ces petits agrégats de sol. Ce sont des déjections des vers de terre. Quand on trouve les turicules à la surface, c'est là qu'on verse des petites quantités de la solution à la surface du sol et qu'on attend un peu pour que les vers sortent toutes seules dans le sol et se mettent à la surface du sol. Bon, pourquoi on a choisi le formol? Parce que c'est un produit qui irrite le ver de terre. En fait, le ver de terre, lorsqu'il se met en contact avec le formol, ça irrite leur corps et du coup, c'est leur défense, c'est de quitter leur habitat et ils vont sortir à la surface du sol. Voilà donc un ver de terre de l'espèce Pontoscolex coretrurus qui est sorti du sol avec le formol. Donc vous avez vu qu'on n'avait plus qu'à le ramasser comme ça à la surface du sol. Et donc ça nous permet de voir en détail comment est fait un ver de terre. En fait, un ver de terre, c'est un animal qui appartient à la classe des annélides, donc les vers annelés. En fait, on dit que ce sont des vers annelés parce qu'ils sont constitués de plusieurs segments. Donc depuis la tête qui est ici, jusqu'à la queue, en fait, on a une multitude de segments. On en a une bonne centaine pour cette espèce-là. Cette espèce, en fait, elle a aussi deux autres caractéristiques qui sont intéressantes, c'est que tout d'abord, elle appartient à la famille des Glossoscolécidés. Alors c'est un nom un peu compliqué, mais qui signifie que ces vers de terre, ils ont une espèce de petite langue qui sort à l'avant de la tête. Et on peut la voir de temps en temps, ici, au bout de la tête. On voit cette petite langue qui sort, et en fait, c'est quelque chose qui sert au ver de terre à chercher sa nourriture dans le sol. C'est un peu comme un organe sensoriel. Et puis à l'arrière de la tête, on a une zone ici qui est un peu plus grosse, qui en fait se développe lorsque le ver de terre est adulte. Donc cette partie un peu grosse ici, qu'on appelle le clitellum, n'apparaît que lorsque le ver de terre est adulte, et c'est avec cet organe-là que le ver de terre pond des cocons, qui sont les œufs des vers de terre. Et voilà, et le reste du corps, en fait, chez un ver de terre, c'est un tube digestif, en fait, qui part de la tête jusqu'à la queue. Et en fait, le ver de terre mange la terre avec la tête, il ingère avec sa bouche, il ingère la terre. La terre va circuler dans tout son tube digestif et ressortir sur la partie postérieure. Et pendant ce temps-là, la terre va être digérée et le ver de terre va trouver les nutriments nécessaires à sa croissance. On est ici à la ZEN dans un dispositif qui a pour objectif de comparer les effets de l'apport de vers de terre sur la croissance des plantes comme le riz et le maïs associé avec Dolic. C'est un dispositif à 4 répétitions. Le premier bloc, c'est juste derrière, le deuxième, troisième et quatrième. Chaque bloc est divisé en 2. En haut, c'est la partie où il y a des vers de terre. Et en bas, on a la partie sans vers de terre. Ici, c'est le riz et maïs Dolic. Pour la partie avec des vers de terre, on a divisé la parcelle en 4. Donc, ici, on a le micro-parcelle en vers de terre, derrière le micro-parcelle maïs Dolic, le micro-parcelle avec de maïs Dolic, le micro-parcelle avec riz. Ici, dans la partie avec vers de terre, la parcelle mesure 4 mètres sur 5 mètres 50, ça fait 22 mètres carrés.
Donc, la partie avec vers de terre est divisée en 4. La taille de chaque micro-parcelle est de 1,60 m fois à 2,80 m. Ici, on est sur les parcelles en monoculture de riz. Le écartement entre chaque pied de riz, c'est de 20 cm. Et l'écartement entre les lignes de riz, c'est aussi de 20 cm. Pour cette parcelle d'à côté, c'est de l'association maïs dolique. Concernant la dolique, c'est une légumineuse. Elle est rampante et elle est capable de fixer l'azote atmosphérique du sol et l'incorporer dans le sol. Alors. Pour leur écartement, entre chaque pied de dolique, c'est de 40 cm. Et avec l'écartement entre ligne de dolique et ligne de maïs, ça fait 45 cm. Et pour le maïs, entre chaque pied de maïs, il y a une distance de 45 cm. Et comme on est sur les parcelles avec vers de terre, on voit ici les tôles qui sont enfoncées tout autour pour empêcher les vers de terre de partir vers cette parcelle qui est sans vers de terre. Jusqu'à maintenant, on a apporté 75 vers de terre par mètre carré, c'est-à-dire 6680 vers de terre pour les 4 blocs. En fait, cette expérimentation à la ZEIN où on teste l'effet des vers de terre, elle constitue presque un aboutissement de plusieurs années de recherche qui ont constitué justement à essayer de comprendre l'effet des vers de terre sur la fertilité des sols et notamment des sols ferralitiques à Madagascar. Donc effectivement, on avait pu montrer dans diverses études en laboratoire que ces petits vers de terre endogés, Pontoscolex coretrurus, avaient la capacité à faciliter la libération de nutriments pour les plantes, d'éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore. Et aussi, à travers leur effet sur l'agrégation et la porosité, ils permettaient une amélioration de la croissance des plantes. Alors si c'est des choses qu'on a pu mettre en évidence en laboratoire, il restait à le mettre en évidence au champ, dans des conditions réelles, paysannes, pour effectivement valider nos hypothèses de recherche qui sont que les vers de terre vont augmenter la croissance et le rendement des plantes cultivées. Et donc cette expérience, elle est maintenant réalisée pour concrétiser un peu toutes ces études et toutes ces hypothèses. Et on espère que au cours des années qui vont suivre, c'est une expérience qui va se répéter dans le temps pendant, on l'espère, plusieurs années. On espère que, eh bien, peut-être pas la première année, mais en tout cas la deuxième ou la troisième année, on espère avoir des effets positifs des vers de terre sur la croissance du riz, sur le rendement en grains dans des systèmes cultivés à Madagascar. Donc se posera ensuite la question de savoir si cette expérience était une réussite, de savoir comment on peut la poursuivre et de la transférer vers les agriculteurs, parce que introduire les vers de terre, c'est pas quelque chose de simple. Il faudra penser à faire des élevages de vers de terre, à pouvoir les transporter, les diffuser, les introduire dans les sols. Mais en tout cas, pour cette première phase, le travail de la recherche est bien de montrer les différentes possibilités qu'il y a à mieux utiliser la biodiversité pour l'agriculture à Madagascar.